Maintenant, nous cédons la parole à Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais revenir sur les facs. Donc, on dit que le dernier budget, il y a eu 10 000 logements qui vont être principalement financés via les facs. Les volets 1 du programme FAC, Madame la Ministre, destiné aux ménages à revenus modiques ou modestes, n'a pas eu d'appel depuis 2003 et ces ménages sont très fortement impactés par la hausse des loyers. Est-ce que vous entendez réouvrir les volets 1 du FAC et combien d'unités allez-vous construire via ces volets-là? On analyse présentement, Monsieur le député, différents scénarios afin d'orienter les prochaines étapes. Évidemment, vous savez qu'on a conclu, j'en ai parlé tout à l'heure, une entente importante avec Maison Canada. Alors, c'est ce qui fait qu'on est en train d'analyser le tout ensemble, de concert avec Maison Canada. Mais évidemment, on a l'intention de réouvrir éventuellement. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas informer le milieu ou les mal logés du Québec qui vous entendez ouvrir les facs, ça va s'en venir un jour. Ben, j'aimerais bien que ça arrive dans un avenir rapproché. Quand je pourrai vous donner une date, soyez assurés que je vous appellerai personnellement pour vous le dire. Je vous en remercie. Et qu'est-ce qui empêche l'ouverture du volet 1 du FAC, Madame la Ministre? Bien, c'est pas qu'il y a quelque chose qui empêche comme tel, c'est qu'on est en analyse présentement. Évidemment, Maison Canada nous donne une opportunité très intéressante. Ça peut nous permettre de multiplier encore plus un grand nombre de logements. Donc, on est en train d'évaluer le tout. C'est pas qu'il y a des freins, c'est qu'on est en analyse, tout simplement. Concernant Maison Canada, puisque vous touchez le sujet, Madame la Ministre, ce qu'on entend dire, c'est que Maison Canada agit de son côté, avec peu de concertation avec les Québécois, et que finalement, le Québec n'a pas véritablement une emprise ou décidé des orientations de ces projets-là. Est-ce qu'on est en train d'échapper aux orientations québécoises d'importantes sommes destinées à l'habitation? Bien, écoutez, c'est pas du tout l'expérience que j'ai avec le volet Maison Canada depuis mon arrivée. Et c'est pas l'expérience de la SHQ dans les mois qui ont précédé, là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, comme je le disais à mon adjointe parlementaire en réponse à sa question, on a signé un protocole d'entente le 21 janvier dernier. Donc, on a été la première province à signer un tel protocole d'entente. Ça a été salué par le milieu et on travaille depuis de concert avec le fédéral. Donc, la fameuse table de collaboration Québec-Canada, il y a des rencontres sur une base régulière. La SHQ y est présente. On est en mesure de faire valoir les priorités québécoises. On est en mesure de donner aussi une priorité aux différents projets. Alors, au contraire, le travail se fait de concert entre les deux paliers de gouvernement et je suis très enthousiaste pour la suite des choses. Mais ce qui est certain, c'est que c'est les montants disposés par Maison Canada ne sont pas attribués au Québec. C'est dépensé de façon complètement autonome par le fédéral, via peut-être une concertation, mais sans plus. C'est un montant global de 13 milliards à la grandeur du Canada. Effectivement, il n'y a pas un chiffre qui est tagué, si vous voulez, pour le Québec, mais en déposant les projets, comme je le disais tout à l'heure, le Québec est la province qui est la plus dynamique jusqu'à maintenant. On a l'intention d'aller chercher notre juste part et on travaille en conséquence avec le dépôt des projets. Comme vous savez, il y a déjà un premier 100 millions qui a été annoncé et on continue le travail et on va être en mesure de pouvoir multiplier la capacité d'avoir des logements sur le terrain. Donc, on continue le travail avec Maison Canada. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et je remercie aussi mon homologue, Gregory Robertson, avec lequel les conversations et les échanges et les travaux sont fluides. Alors, je pense qu'on est dans la bonne voie. Très bien, Madame. Donc, il s'agit non seulement de construire des logements, mais aussi de protéger les locataires dans le marché locatif existant. Et il y a des abus, vous n'êtes pas sans le savoir, et à différents titres. Et en théorie, on prévoit, la loi sur le tribunal administratif du logement prévoit des amendes, discrimination au loyer, perception de loyer illégal, logement impropre, visite illégale du logement, reprise ou éviction frauduleuse. Et on a déjà augmenté les dommages et intérêts
et punitif, même dans d'autres projets de loi présentés par votre gouvernement. Ce qu'on sait que c'est un grand nombre de ces amendes-là sont sous la responsabilité du DPCP. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les taux de recouvrement de ces amendes-là qui ont été appliquées décidées par l'État et appliquées par les DPCP? Bien, vous savez qu'effectivement, le projet de loi 31 a introduit la notion de dommages-intérêts punitifs dans le cadre de 2 occasions. Donc, condamner un propriétaire qui ne remplit pas ou qui omet de remplir la clause G. Donc, ça a été quelque chose d'important qu'on a fait. Également, lorsqu'un logement peut être devenu impropre à son utilisation pour la santé des locataires. Donc, évidemment, il y a cette notion-là. Il faut, le tribunal administratif du logement, comme vous le savez, a la compétence pour condamner une partie à un bail à des dommages-intérêts punitifs. Il faut en faire la demande, évidemment, il faut en faire la preuve. Et, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des sanctions pénales, les sanctions relèvent du ministère de la Justice. Maintenant, moi, je n'ai pas de chiffres comme ça ici devant moi. Par contre, on a le bonheur d'avoir avec nous M. Simard, qui est à la tête du tribunal administratif du logement. Si vous voulez qu'il réponde à votre question, il peut le faire. Maître Simard, pardon. Maître Simard, n'est-ce pas? Consentement, vous pouvez... consentement, merci. Et vous nommez et votre titre. Merci. Merci, M. le Président. Alors, Patrick Simard, président du tribunal administratif du logement. Alors, comme vous le disiez, comme vous le dites, M. le député, effectivement, il y a des amendes qui ont été haussées dans le cadre du projet de loi 31 notamment. Mais tout ce système pénal repose entièrement sur le DPCP et le ministère de la Justice. Bien que les amendes soient contenues dans la loi sur le terre, le système repose entièrement sur une autre entité que le tribunal. Vous êtes au courant, M. Simard, si le ministère de la Justice a appliqué les amendes décidées par l'État. Et peut-être au préalable, est-ce que vous avez une comptabilité de combien d'amendes et pour quel montant l'État a imposé des amendes? Comme je vous disais, l'État ne peut pas imposer d'amende. Ça repose entièrement sur les tribunaux judiciaires. Très bien. Et uniquement avec l'initiative du DPCP pour entamer ces démarches-là. Donc, je n'ai pas ces informations-là. Ce n'est pas des informations que détient mon organisation du tout. Mais je vous dirais qu'à ma connaissance, j'en ai pas trouvé une. OK. Donc, est-ce qu'on doit en conclure que l'augmentation des punitions, des dommages d'intérêt punitifs, n'ont pas eu l'effet escompté sur les situations d'abus, Madame la ministre? Bien, pas du tout. Je veux dire, on n'a pas les données. Si vous voulez, Monsieur le député, on peut demander au ministère de la Justice et puis vous fournir l'information. On peut prendre la question en délibéré, mais on ne peut pas présumer ce que vous êtes en train de dire. Là. Oui, ce serait fort utile si on pouvait avoir cette information, parce qu'on a longtemps légiféré sur ces éléments-là, nous disant que ça allait corriger un certain nombre d'abus, mais d'après ce que j'entends, au mieux, on ne le sait pas, au pire, il ne s'est rien passé. Donc, c'est comme avoir donné un coup d'épée dans l'eau. Je voudrais revenir, d'autre part, Madame la ministre, sur un jugement du tribunal administratif du logement qui a invalidé une clause générale d'interdiction des animaux de compagnie. Sous prétexte que ce genre de clause contrevenait fondamentalement à la liberté et à la vie privée des locataires et qu'elle était donc déraisonnable et abusive. Donc, n'oublions pas, Madame la ministre, 52% des ménages incluent un chat ou un chien, un animal de compagnie, mais 83% des propriétaires au Québec refusent les animaux, imposent des conditions restrictives. Considérant les tout, Madame la ministre, comment justifiez-vous l'entêtement de votre gouvernement à continuer à interdire les clauses empêchant la possession d'animaux de compagnie pour les locataires? Bien, la première chose qu'il faut dire, Monsieur le député, c'est que vous savez très bien que cette cause-là, c'est une cause en soi et il y a des faits particuliers au dossier, des éléments de preuve qui ont été déposés en conséquence. Et comme tout jugement qui est rendu par tout tribunal, c'est un jugement qui n'est valide qu'entre les personnes qui sont impliquées. Donc, ce n'est pas un principe général. Donc, dans ce cas-là, on comprend que le locataire demandait la résiliation du bail au motif que le locataire contrevenait à la clause de son bail interdisant les animaux.
et que le locataire, de son côté, lui demandait que la clause prévoyant l'interdiction d'avoir des animaux soit invalidée au motif qu'elle contrevenait à la Charte québécoise des droits et libertés et qu'elle constituait, là, pour cette personne, une clause déraisonnable et abusive. Donc, ça, c'est les faits du dossier. Vous savez qu'il y a un jugement, évidemment, on en parle, le jugement a été rendu, mais vous savez aussi que le jugement, maintenant, il y a eu une demande d'en appeler de ce jugement-là, donc on est en contrôle judiciaire, on suit le dossier de près, on verra ce qui va arriver pour la suite des choses, mais sinon, ce qu'on peut vous dire, c'est que la règle de base entre les parties, c'est le bail, et le propriétaire et le locataire peuvent s'entendre autrement que ce qui est prévu dans le bail. Si, par exemple, le bail ne prévoit pas la présence des animaux, le propriétaire et le locataire peuvent en discuter ensemble, peuvent convenir autrement. Les locataires aussi peuvent s'adresser au tribunal administratif du logement s'ils se considèrent lésés. Puis vous savez aussi que, autant au niveau du bail devant le TAL, mais aussi devant la Commission des droits de la personne, si une personne se voit refuser un logement, si vous me permettez juste de finir ma phrase, quand on a des cas de zoothérapie ou encore pour pallier à un handicap, vous savez que ça, c'est protégé par la Charte des droits. Donc, ça doit être un médecin. Il faut un médecin pour qu'un locataire ait le droit d'avoir un animal de compagnie. Moi, ce que je veux savoir, là, si vous allez continuer à interdire la possession d'animaux de compagnie dans les bords du Québec. Bien, vous savez qu'en avril 2013, donc ça fait déjà un certain temps de ça, la Commission de la santé et des services sociaux s'était prononcée justement sur cette question-là et sur, entre autres, les chiens d'assistance. Et la Commission avait conclu à ce moment-là qu'une nouvelle législation n'était pas nécessaire puisque la Charte des droits et libertés faisait le travail. Est-ce que vous partagez cet avis, Madame la ministre? Moi, je veux connaître votre avis, pas le résultat d'un comité il y a une dizaine d'années. Votre avis, est-ce qu'il faut lever les interdictions concernant les animaux de compagnie dans les baux locatifs? Bien, écoutez, on est devant deux courants jurisprudentiels. On est d'accord là-dessus. D'un est écoulé. Alors, merci à vous. Maintenant,